Évaluer, c'est mesurer, c'est juger, c'est noter, c'est sanctionner. Mais aussi, c'est interagir, accompagner, réguler. Mhm. On a tous ces phrases en tête, hein, et elles ont l'air de se contredire complètement. Aujourd'hui, on va faire une petite plongée dans ce sujet qui nous touche tous, en s'appuyant sur l'ouvrage de Lucie Moutier-Lopez, Évaluation formative et certificative des apprentissages. Oui, et notre analyse va vraiment se concentrer sur une tension qui est au cœur de l'école. D'un côté, il y a l'évaluation pour aider à apprendre, ce qu'on appelle la formative, D'accord? et de l'autre, celle qui sert à classer, à certifier, la certificative. Le fameux bulletin de notes. Exactement, et le livre utilise une très belle métaphore. Ces deux visages de l'évaluation sont-ils comme Janus, la figure mythologique? Ah, le dieu à deux visages. C'est ça. Condamné à regarder dans des directions opposées, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il regarde enfin vers le même horizon? Janus, oui, ça me parle beaucoup. Ça résume bien le sentiment qu'on a tous eu en tant qu'élève, je pense. Pour tenter de répondre, il faut peut-être revenir un peu en arrière. J'ai l'impression qu'on pense que la note, ça a toujours été un outil pédagogique. Eh bien non, pas du tout, les sources sont claires là-dessus. Au XIXe siècle, quand la note chiffrée se généralise, son premier rôle, il est disciplinaire. Disciplinaire. Oui. C'est une façon, disons, plus moderne de maintenir l'ordre. Ça remplace petit à petit les châtiments corporels. C'est une forme de pouvoir, en fait. Foucault disait de l'examen que c'était un dispositif pour qualifier, classer et punir. C'est assez glaçant dit comme ça. Donc c'était pas pour aider l'élève, mais pour le contrôler. En grande partie. Et l'autre origine, c'est un besoin de tri social. Bien avant ça, dès le XVIe siècle, les écoles des jésuites utilisaient déjà une sorte de compétition permanente entre les élèves, avec des classements, pour, je cite, privilégier les plus méritants et éliminer les autres. La note chiffrée, elle a juste rendu ce tri plus précis, plus objectif en apparence. D'accord. Un outil de discipline et de tri. Mais à un moment donné, on a bien dû essayer de rendre ça un peu plus scientifique, non? Plus juste? Si, bien sûr, au début du XXe siècle, une nouvelle science apparaît, la docimologie. La docimologie. Du grec dokimai, l'épreuve, c'est littéralement la science des examens. L'idée, c'était justement de tordre le cou à la subjectivité des correcteurs, de rendre les examens vraiment fiables. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces chercheurs? C'était si subjectif que ça? Ils ont mis en lumière des biais de jugement systématiques, par exemple ce qu'on appelle l'effet de halo, L'effet de halo. c'est-à-dire Ça veut dire que des éléments qui n'ont rien à voir avec la compétence de l'élève vont influencer la note. une belle écriture, une copie bien présentée, pas de rature. Ah oui. À contenu identique, une copie propre aura systématiquement une meilleure note qu'une copie brouillonne. Je suis sûre que ça vous rappelle des souvenirs. Ah, mais complètement. Je repense à mes copies. Je me demande combien de points j'ai perdu juste à cause de mon écriture. C'est assez troublant. Et il y en a d'autres, des effets comme ça? Oh oui, il y a l'effet de contraste. Imaginez, vous corrigez une pile de copies, vous tombez sur une copie vraiment, vraiment mauvaise. Ok. Eh bien, la suivante, qui est juste moyenne, va vous paraître excellente par comparaison. Et vous allez la surnoter. Et l'inverse est vrai aussi. Donc la note de l'élève dépend de l'ordre dans lequel sa copie est corrigée. C'est fou. C'est une loterie. En quelque sorte. Ça me fait penser à autre chose. Cette impression que, dans une classe, même si tout le monde avait bien réussi, il fallait quand même qu'il y ait des mauvaises notes, comme un quota. Vous mettez le doigt sur le biais le plus célèbre. On l'a appelé la constante macabre. La constante macabre, carrément. Oui, c'est cette tendance, souvent inconsciente, de certains enseignants à vouloir que leurs notes suivent une courbe de Gauss, la fameuse courbe en cloche. Quoi que fassent les élèves, il y aura toujours un certain pourcentage d'échecs, un ventre mou et une petite élite. Comme si l'évaluation n'était crédible que si elle crée de l'échec. C'est un peu ça. Bon, le tableau est assez sombre. Un outil de contrôle, de tri, et en plus bourré de biais. On est resté là-dessus ou il y a eu une tentative de tout changer? Heureusement, oui. Dans les années 60 et 70, il y a une véritable révolution pédagogique. Le vent tourne, notamment avec l'approche de la pédagogie de maîtrise de Benjamin Bloom. Et là, l'évaluation, elle change radicalement de statut. C'est-à-dire qu'elle ne sert plus juste à mettre une note à la fin. Exactement. Elle devient un outil au service de l'apprentissage. Ce n'est plus un verdict qui tombe comme un couperet. C'est à ce moment qu'on formalise la grande distinction. Entre eux. L'évaluation sommative ou certificative, qui garde son rôle de bilan final, et de l'autre, et c'est ça la grande nouveauté, on développe l'évaluation formative. Formative.
Pour former, donc. L'idée, c'est de donner un retour à l'élève pendant qu'il apprend pour qu'il comprenne ses erreurs et s'améliore. C'est tout à fait ça. Le but, c'est le feedback constructif. L'erreur n'est plus une faute à sanctionner, mais une information précieuse. L'évaluation formative, c'est un dialogue, une aide. Et en principe, elle est complètement déconnectée de la note. Et derrière ça, j'imagine qu'il y a un idéal social. Oui, un idéal très fort, celui de la démocratisation de l'école. L'hypothèse de Bloom est radicale pour l'époque. Il dit que 95% des élèves peuvent maîtriser ce qu'on leur enseigne si on leur donne les bonnes conditions. C'est-à-dire du temps et un bon accompagnement? Voilà. L'objectif n'est plus l'égalité des chances au départ, mais l'égalité des acquis à l'arrivée. Alors, avec cette révolution, est-ce que les deux visages de Janus commencent enfin à regarder dans la même direction? On a l'impression que la fonction d'aide prend le dessus. On pourrait le croire, mais la réalité est plus complexe. Dans les années 80, surtout dans le monde francophone, des chercheurs ont montré que ce duo formatif-certificatif, c'était encore un peu trop simple. Encore plus compliqué, l'enseignant doit déjà être coach et juge en même temps. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Charles Hadji, un chercheur français, a développé un modèle très éclairant. Pour lui, l'évaluation se joue sur 3 terrains, 3 jeux qui s'entrechoquent. Le premier, c'est le jeu pédagogique. Ok, ça c'est le coach, la logique d'aide. Exact. Ensuite, il y a le jeu institutionnel. Là, la note devient un objet de communication avec l'administration, les parents, c'est le monde des bulletins, des conseils de classe. Ce n'est plus juste un feedback, c'est un message officiel. C'est ça. Un enjeu de négociation, parfois de pression. Et enfin, il y a le plus puissant, le jeu social. C'est le terrain où la note est liée à la place future de l'individu dans la société. Le capital qui ouvre ou ferme les portes, Voilà. les filières, les grandes écoles, l'emploi. Voilà. Waouh! Donc si je comprends bien, l'enseignant, il doit être à la fois un coach bienveillant, un avocat qui négocie avec l'institution et un juge qui rend un verdict au nom de la société. C'est une excellente synthèse du dilemme. Pas étonnant que la position soit intenable. Notre Janus, il n'a plus 2 visages, mais 3, qui tirent chacun de leur côté. Les enseignants sont pris dans des conflits de loyauté permanents. C'est ce qui explique pourquoi c'est si difficile de faire cohabiter tout ça. Bon, alors face à ce tableau, est-ce qu'on est condamné à rester dans cette impasse ou est-ce que les sources proposent des pistes? Oui, il y a des évolutions intéressantes. Une des plus importantes, c'est le passage à ce qu'on appelle l'évaluation des compétences. L'idée n'est plus seulement d'évaluer des savoirs isolés, des connaissances récitées par cœur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement évaluer une compétence? Ça reste un peu abstrait. Prenons un exemple simple. Au lieu de demander la date de la Révolution française, ce qui évalue surtout la mémoire, Oui, on va demander à l'élève d'analyser 3 documents d'époque pour expliquer les causes de la Révolution. On n'évalue plus seulement ce qu'il sait, mais ce qu'il sait faire avec ce qu'il sait. analyser, synthétiser, argumenter. D'accord, c'est la capacité à mobiliser ses connaissances pour résoudre une tâche nouvelle. C'est ça. Et comment on évalue ça de manière à réconcilier nos fameux visages de Janus? Une piste très prometteuse, c'est ce que le livre appelle l'évaluation authentique. L'idée, c'est d'intégrer l'évaluation à des situations d'apprentissage qui ont du sens, qui ressemblent à la vraie vie. Des projets, des études de cas? Exactement. Les tâches sont connues à l'avance, l'élève est encouragé à s'auto-évaluer et le feedback vise l'amélioration, pas juste le score. Ça a l'air idéal, mais ça soulève une question. Comment on s'assure que les jugements sont justes sur des productions aussi complexes? Un projet, c'est bien plus subjectif à noter qu'un QCM. On revient au problème de départ. Vous mettez le doigt sur la difficulté principale. Et pour y répondre, l'ouvrage propose un outil très puissant, la modération sociale. La modération sociale? L'idée est simple. On sort l'enseignant de sa solitude de correcteur. On organise des moments où plusieurs enseignants se réunissent, regardent ensemble quelques travaux d'élèves et en discutent. Ils confrontent leurs interprétations. Ils se mettent d'accord sur ce qui est important et sur comment l'évaluer. Précisément, ils construisent des repères communs. Et l'exemple dans le livre sur un simple problème de maths est incroyable pour comprendre l'urgence de cette pratique. Ah oui, celui-là, il est édifiant. C'est un problème pour des enfants de 8 ans. Marc et Sophie ont ensemble 52 francs. Marc a 18 francs, combien Sophie a-t-elle? L'enseignante s'attend à une soustraction. On va regarder les réponses de 3 élèves, Nat, Lille et Sab. Commençons par Nat. Sur sa feuille, on voit 52, le signe moins, et ensuite elle a dessiné 18 petites barres. Puis elle écrit la réponse, Sophie a 34 francs.
Elle a calculé de tête en s'aidant d'un petit dessin. Voilà. Et l'enseignante lui met tous les points, 2 sur 2. Sa justification, c'est « Je leur ai dit qu'ils faisaient comme ils voulaient ». Elle valorise la bonne réponse. D'accord. Na a trouvé sa propre méthode, ça a marché, ça semble juste. Passons à Lille. La copie de Lille est plus déroutante. On voit les nombres 34, 12 et 52 écrits les uns sous les autres, sans opération claire. Et la réponse finale qu'elle a entourée est 52. 52. Oui. L'enseignante interprète que Lille a probablement essayé de faire une addition à trous et qu'elle s'est trompée à la fin. Elle lui met 1 point sur 2. Attendez, je suis perdu. La réponse finale est complètement fausse, mais elle a la moitié des points. Pourquoi? Parce que l'enseignante estime qu'une partie du raisonnement qu'elle a dû deviner était juste. Elle a voulu valoriser l'effort. C'est louable, mais discutable. Et maintenant, le cas le plus frappant. Sab. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sab? Sab, elle, a bien compris qu'il fallait faire une soustraction. C'était l'objectif principal. Mais elle a posé l'opération à l'envers. 18,52. Ensuite, elle fait une erreur de calcul et trouve 66. D'accord. L'enseignante considère que tout est faux. Le sens, le calcul, la réponse. Elle lui met 0 sur 2. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Sab est la seule qui a identifié la bonne stratégie, la soustraction, et elle a 0. Lille donne une réponse absurde, mais à la moitié des points, et Nat, qui a utilisé une technique personnelle, a tout juste. C'est complètement incohérent. Exactement. C'est une illustration parfaite du problème. L'enseignante, seule, fait un effort remarquable pour comprendre chaque élève, mais sa notation est une justice très personnelle. Sab, qui avait compris le plus important, est la plus sanctionnée. Et c'est là que la modération sociale aurait tout changé. Complètement. En discutant à plusieurs de ces 3 cas, les enseignants auraient été obligés de se demander, au fond, qu'est-ce qu'on évalue vraiment ici? La compréhension? La technique de la soustraction? Le résultat final? Ils auraient construit des critères communs. Et la note de Sab, Natat et Lille n'aurait plus été le fruit du hasard ou de l'interprétation d'une seule personne. Voilà. Ce parcours nous montre bien que l'évaluation, c'est loin d'être un simple acte technique. On est passé d'un outil de classement qui se voulait mécanique à une pratique professionnelle d'une complexité folle. C'est pour ça que l'ouvrage conclut sur un concept clé, le jugement professionnel. Aujourd'hui, on sait que la qualité d'une évaluation ne repose plus seulement sur des critères techniques comme la validité ou la fiabilité. Le vieux rêve des docimologues. C'est ça. Elle repose avant tout sur une démarche éthique. Une démarche éthique en évaluation, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ne pas tricher? C'est plus profond. Ça implique 2 choses. D'abord, fonder son jugement sur une pluralité d'informations. Ne jamais prendre une décision lourde sur la base d'un seul contrôle, mais croiser les sources, les tests, les observations, les projets. D'accord. Et ensuite, le plus important, toujours anticiper les conséquences probables de sa décision sur la personne évaluée et son parcours. Donc la question n'est plus seulement est-ce que cette réponse est juste ou fausse, mais plutôt Mais plutôt, quelle est la décision la plus juste et la plus constructive pour cet élève, ici et maintenant, pour la suite de son apprentissage? C'est un changement de perspective énorme. On passe d'un jugement sur le passé à une décision tournée vers l'avenir. ce qui nous amène à une dernière pensée pour la route. Si l'évaluation façonne inévitablement ce qui est jugé important d'apprendre, dans quelle mesure les formes d'évaluation actuelles préparent-elles réellement aux défis complexes et collaboratifs du monde de demain, plutôt qu'à la simple restitution individuelle de connaissances?